Bonjour à toutes et à tous. Vous vous souvenez, le mois dernier, nous avons parlé du siège de Vienne de 1529, et qui a bien failli réussir, mais il nous faut à présent revenir sur celui de 1683. Alors, pour les brillants mathématiciens que nous sommes, ou plutôt pas, pour moi, nous utilisons la calculette et nous voyons que ça fait 154 ans de différence entre les deux. Donc l'idée est la suivante, il n'y a plus aucun acteur du premier qui est vivant lors du second, et un temps très important tout de même s'est écoulé entre ces deux sièges. Néanmoins, l'ennemi reste le même, et donc à l'heure où Louis XIV est affairé entre deux guerres à son grand projet de Versailles, les Turcs se pressent une nouvelle fois sur les murs de Vienne, qui avaient presque oublié à quoi ils ressemblaient. Alors, entre nos deux époques, évidemment, il faut revenir un petit peu là-dessus, la ville s'est transformée. Elle a été agrandie, elle a connu une vie culturelle qui est importante, une vie politique également. Je vous renvoie à ma bibliographie pour en savoir plus là-dessus, ce n'est pas le cœur du sujet. Mais il faut quand même savoir qu'elle a été victime de graves incendies et surtout d'une peste terrible en 1679, dont elle ne s'est pas encore tout à fait remise à la date qui nous occupe. Donc, vous savez, la peste, c'est souvent une maladie qui est associée au Moyen-Âge, c'est vrai, mais pour vous donner une idée, la dernière peste en France, c'est sous le règne de Louis XV et c'est à Marseille. Et on parle quand même de milliers de victimes, donc c'est quand même une réalité qui existe jusqu'au XVIIIe siècle, voire après en Europe, hein. Donc Vienne a été ravagée par cette peste, elle a fait faire des grands monuments pour rappeler cette période, et aussi elle a connu le feu notamment pendant la guerre de 30 ans. Alors c'est une grande guerre qui, de 1618 à 1648, ravage l'Allemagne, une partie de l'Europe centrale et arrive même jusqu'en France, se couple avec d'autres guerres, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est un conflit majeur du XVIIe siècle qui a des causes à la base religieuse. Je vous conseille de lire le livre d'Henri Bogdan là-dessus, qui est plutôt bien fait. Et donc Vienne, pour résumer, a connu des combats encore en 1645. Les Suédois l'ont bombardée pendant quelques jours, mais sans la prendre d'assaut. Tout ça veut dire que elle sait encore qu'elle peut être menacée et tout au long de la période qui s'écoule entre les deux sièges a connu divers renforcements, diverses fortunes, ses fortifications sont améliorées, on va y revenir. Donc ces menaces se succèdent, elles sont réelles, mais ne sont rien finalement à côté de celles des Ottomans. Donc je vous avais expliqué la dernière fois qui étaient les Ottomans, je ne vous reviens pas là-dessus, hein. Mais de 1529 à 1683, ces deux parties, les Habsbourg et les Ottomans, vont de guerre en traité de paix, de raids le long des frontières, en trêves finalement peu sincères, et restent des ennemis. Et finalement, une nouvelle fois, la Sublime Porte lance une grande offensive en 1683 avec à nouveau la capitale des Habsbourg pour objectif. Donc quand on dit en histoire la Sublime Porte, ça veut dire l'Empire ottoman. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un monument à Istanbul, qui s'appelle encore Constantinople, hein, jusqu'au XXe siècle. C'est un monument à Constantinople où se rendaient traditionnellement les ambassades des pays étrangers. Donc, dans les textes, on s'est mis à parler de Sublime Porte, j'étais sous la Sublime Porte, etc. Et donc, par extension, Sublime Porte est devenue la manière en histoire de désigner Empire Ottoman quand on ne veut pas faire tout le temps des répétitions. Donc, je le reprécise un petit peu. En 1683, les Ottomans, la Sublime Porte, lancent une nouvelle grande offensive avec Vienne pour objectif. Alors vous me direz, mais c'est la deuxième fois. Pourquoi cet acharnement qui peut nous ressembler étrange, hein? Eh bien, replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Donc, avant tout, Vienne est la capitale de l'entité adverse, de l'état adverse. Donc, c'est évidemment toujours intéressant de faire tomber la capitale ennemie, de frapper à la tête, puisque c'est souvent une ville qui est très importante économiquement, mais aussi politiquement. C'est là que ce sont les organes de décision, hein. Je vous renvoie sur cet acharnement dont j'ai parlé plusieurs fois depuis le début de cette chaîne, des souverains français à repousser la frontière vers l'est et vers le nord pour protéger Paris, eh bien, ça vous montre un peu l'importance d'une capitale dans les sphères politiques et militaires. Mais là aussi, il faut savoir, je ne sais plus si je l'avais dit ou non, mais on va le redire, ce n'est pas important, ce n'est pas grave, que l'Empire d'Autriche n'existe pas encore à l'époque. Donc, le chef de la famille des Habsbourg est en fait le souverain de plusieurs entités, et notamment du Saint-Empire romain germanique. Donc quand on l'appelle l'empereur, il n'est pas empereur d'Autriche, il est empereur d'Allemagne. Alors c'est une expression qui est très compliquée, Saint-Empire romain germanique, mais en fait ça remonte au Moyen Âge, et ça désigne que le fait que l'Allemagne s'est voulu l'héritière de Charlemagne et de Rome, est officiellement un empire dont le souverain est élu. Donc, je répète, l'Allemagne de l'époque, ce n'est pas un État
unitaire comme aujourd'hui. La formation de l'Allemagne telle qu'on la connaît, c'est au 19e siècle avec Bismarck, etc. Je fais des vidéos là-dessus, je vous y renvoie. Mais à l'époque, c'est une mosaïque de villes, États, principautés plus ou moins grands, mais qui officiellement sont tous dirigés par un empereur. Cet empereur est élu, c'est arrivé plusieurs fois au cours de l'histoire, les Polonais élisent le roi à l'époque par exemple, et bien l'empereur d'Allemagne est élu. Donc officiellement c'est un empire avec un empereur qui dirige l'Allemagne, c'est l'héritier de Charlemagne, c'est l'héritier de Rome. Bon, dans les faits, la famille des Habsbourg s'est arrangée au cours des siècles pour se faire toujours élire empereur, ce qui était plutôt efficace, mais le pouvoir de cet empereur s'efface peu à peu devant les États qui s'affirment. En Allemagne, je vous ai expliqué, vous avez 1000, je vous l'ai dit, 1000 États, villes, principautés, comme la Saxe, dans le sud de l'Allemagne, oui, dans le sud de l'Allemagne, la Bavière, là, qui est vraiment, vraiment au sud de l'Allemagne par rapport à la Saxe, et bientôt la Prusse, et qui peu à peu, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai faites là-dessus, va devenir la puissance dominante en Allemagne. Donc, des États qui sont très nombreux, qui vont d'une petite ville à bientôt un royaume qui devient de plus en plus grand comme la Prusse, mais qui officiellement sont dirigés par un empereur dont le chef, je veux dire un empereur qui est recruté, élu dans cette famille des Habsbourg. Donc, avec cette explication-là, on comprend bien la volonté des Turcs de s'emparer de cette capitale, qui est la capitale d'un pouvoir impérial. Je vous rappelle que dans la titulature, l'empereur est au-dessus des rois. Donc ce titre reste la source, même s'il a moins de pouvoir, d'un grand prestige. Et s'emparer de sa résidence est un symbole très puissant. Surtout qu'il est très lié, même si ça peut être conflictuel, à la papauté, donc à la chrétienté, et que c'est sans doute une étape d'une future extension vers l'ouest pour les Turcs. N'oublions pas qu'ils sont à l'époque une puissance de premier plan, c'est pas l'homme malade de l'Europe des 19e et 20e siècles, et ils sont à l'époque toujours sur une dynamique de conquête. Donc pour vous donner un exemple, un titre de comparaison, nous sommes dans une période où les Ottomans s'emparent, pris de durs combats, de dizaines d'années de combats, certes, mais s'emparent tout de même de la Crète, donc cette grande île au sud de la Grèce, qui appartient aux Vénitiens. Donc ils sont encore sur une dynamique de conquête, une dynamique d'avancée, et prendre Vienne est à la fois un symbole politique, un symbole militaire, un symbole économique. Certes, la ville est tout de même un petit peu importante, et pourquoi pas la base d'une future avancée vers l'ouest. Donc, tout ce que je vous dis ici, c'est le fruit de siècles de réflexion, de travail d'historien, certes, mais tout de même, les puissants de l'époque ont bien compris la dangerosité de la menace qui plane sur les Habsbourg et sur l'Europe en général. Donc, le Habsbourg, c'est Léopold à l'époque, Léopold est soutenu par le pape, pour des raisons évidentes, ainsi que par une bonne partie de l'Europe. Donc par exemple, vous avez l'Espagne et le Portugal qui financent la monarchie des Habsbourg. N'oubliez pas non plus que les Habsbourg sont également présents en Espagne, et que ce n'est qu'après qu'ils vont être remplacés par les Bourbons. Donc ces royaumes-là aident le Habsbourg financièrement pour lever des troupes, et plus proche de lui, la Pologne, la Saxe ou la Bavière, donc les États allemands et la Pologne, envoient des soldats pour aider face à la menace turque. Alors évidemment, ça n'a jamais été simple dans l'histoire, encore moins à certaines périodes, d'équiper, d'armer, de déplacer des hommes en très grand nombre. Surtout avec l'état des routes qui pouvait être celui de l'époque. Il n'y a pas de chemin de fer non plus, etc. Donc, en attendant l'arrivée de tous ces renforts qui doivent arriver quand même de loin, de centaines de kilomètres voire plus, eh bien, les troupes des Habsbourg doivent battre en retraite devant un ennemi qui leur est très supérieur en nombre. Nous sommes au mois de juillet, donc en plein été, et Vienne, qui a dû s'armer tout de même, est à nouveau encerclée. Je répète, les Habsbourg ont à peu près 30 000 hommes à leur disposition, les Turcs en ont 150 000, ils s'avancent depuis les Balkans, ils ravagent l'Autriche avec leurs troupes, ils pillent et encerclent la ville de Vienne dès le mois de juillet. Les renforts doivent se faire attendre et en attendant, il lui faut tenir si elle veut résister. Donc comme la fois précédente, la disproportion des forces est flagrante. Les défenseurs sont 17 000 environ, dont 6 000 citadins qui ont été armés à la hâte. Donc, il reste 11 000 troupes régulières et ils sont face à plus de 100 000 adversaires dont le camp s'étend à perte de vue. Il y a des tentes partout. On estime qu'il y a 25-30 000 tentes avec les soldats, avec des canons, avec leur ravitaillement, leurs chevaux, etc. Alors heureusement pour les défenseurs, les fortifications ont été bien améliorées depuis 1529 et je l'ai dit au début, cette fois plutôt bien entretenues. La preuve,
Les Turcs se mettent à ouvrir le feu avec leurs pièces d'artillerie, mais les murs résistent aux tirs des canons ottomans, qui les prennent pour cible. Donc le combat là encore dure des semaines. Vous savez toujours l'avantage va au défenseur lors d'un combat, puisqu'il est protégé là par des murailles. Ailleurs, il pouvait être dans les époques plus récentes par des barbelés, des mitrailleuses, etc., etc. Donc il est toujours avantagé, et les historiens, les stratèges militaires estiment qu'il faut quand même une certaine force qui peut être à 2 à 3 fois supérieure du côté assiégeant pour s'emparer d'une place. Donc les assiégés là font preuve d'un courage certain, hein, et jusqu'au mois de septembre résistent aux Turcs, repoussent les assauts. Donc, quand même juillet, août, septembre. Hein. Évidemment, sans ravitaillement extérieur, leur situation se fait plus difficile chaque jour, chaque assaut. Les vivres manquent bientôt, il faut s'occuper des blessés et des morts qui s'accumulent, et tout cela favorise une épidémie qui se déclare dans la ville, qui tue même des chefs importants. Donc une épidémie, des troupes qui sont épuisées, et les Turcs qui finissent par ouvrir d'importantes brèches dans les remparts, grâce à leurs sapeurs qui font sauter des mines dessous. Donc le 6 septembre, ils font même une poussée importante qui n'est arrêtée qu'au prix de lourds efforts. Donc comme en 1529, la ville semble devoir tomber au prochain assaut. Alors, souvenez-vous ce qui s'est passé à l'époque. J'avais expliqué qu'alors, pour des raisons encore mal lucidées, je vous renvoie à la vidéo qui correspond, les Turcs s'étaient finalement retirés. L'hiver approchait, ils craignaient une armée de secours, peut-être étaient-ils trop épuisés, on ne sait pas très bien. Mais là, ils sont obligés de faire de même. Contrairement à 1529, on sait très bien pourquoi. Dès le 31 août, les Polonais ont été repérés à l'horizon, signe avant-coureur de l'armée de secours qui arrive. Le 11 septembre, elle est finalement présente, fait son apparition, les Turcs sont face à un grave problème, imaginez-vous bien la situation, ils sont épuisés par les combats avec les Autrichiens qui se défendent plutôt bien dans la capitale, on l'a vu, et voilà que des troupes fraîches apparaissent sur leur flanc. C'est une situation qui est difficile à gérer. D'autant plus que le moral reste très important à la guerre, elle joue un rôle qui est très important. Et d'un côté, ça enflamme les esprits des défenseurs de voir ainsi des hommes qui viennent les soutenir, et ça nuit à celui des assiégeants qui sont par ailleurs menacés d'être pris à revers. Donc le cours de l'histoire va une nouvelle fois changer, surtout que le commandement ottoman commet une très grave erreur, l'erreur de ne pas concentrer toutes ses forces contre cette armée de secours pour ensuite se reporter sur la ville. Et le combat qui s'engage le lendemain, dimanche 12 septembre 1683, va montrer toute la portée de cette erreur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en quelques heures seulement, trop dispersés, gênés par une sortie des assiégés, les Turcs sont écrasés. Fatigués, attaqués de plusieurs côtés à la fois, ils se sont débandés, ils ont cédé à la panique après les premières vers et se sont enfuis en laissant un précieux butin, un précieux matériel derrière eux. Donc leur chef qui parvient tout de même à s'enfuir et à regagner Constantinople est mis à mort par son maître, le sultan, qui n'a pas accepté cette défaite. Donc Vienne est à nouveau sauvée, une nouvelle fois en 1683, elle est passée près de la catastrophe, et à partir de cette époque, les Turcs d'ailleurs commencent un lent repli qui va les amener jusqu'à la Première Guerre mondiale et la perte de cet empire ottoman, hein, qui a une agonie qui est lente mais qui finit tout de même par disparaître après 1918. Hein. Et la capitale est sauvée et ne connaît plus de menaces directes avant longtemps. Donc finalement, ça c'est plutôt intéressant, c'est un autre empereur qui finit par s'emparer de Vienne deux fois, à quelques années d'intervalle seulement, en 1805 et 1809, il s'agit bien sûr de Napoléon. On pourrait reparler de cet épisode une autre fois, même s'il n'y a pas eu de combat comme en 1529 et 1683. Donc ce sont deux courtes vidéos, ce n'est pas un vrai dossier, mais ça permet de changer un petit peu, et de parler d'un épisode qui est finalement moins connu. Hein. Quand on parle en histoire de 1683, comme j'avais dit au début, on se concentre surtout sur Versailles, sur les guerres de Louis XIV, tout à fait, c'est très intéressant, mais n'oublions pas qu'à l'époque, à d'autres endroits de la planète, il s'est passé des choses assez intéressantes, et j'espère que ces vidéos auront pu vous le montrer. Je ne sais pas de quoi on parlera la prochaine fois, mais il reste énormément de choses à dire dans tous les domaines. Peut-être encore remonter le temps, revenir au Moyen-Âge et Antiquité. Je le fais actuellement par écrit sur mon site. Ce sont des périodes que je connais un peu moins, mais qui sont fort agréables à étudier aussi. Et nous reverrons d'ici là. Portez-vous bien. Profitez de ce soleil qui sourit aux fenêtres, du moins aux miennes. Et nous nous retrouverons le mois prochain pour de nouvelles aventures, si j'ose dire.